Voilà. On est encore en mode privé? Ah oui. Voilà. Et maintenant, est-ce que vous nous entendez? Xavier Delanjou. Bonjour, c'est bon Séverine. Diane, super. Bah, super. Ah, Bonjour, cette fois. Bonjour tout le monde. c'est de ma faute, c'est de ma faute, pardon. Bon, bah, super. Et donc, Hélène, on avait, il y avait cette question que vous aviez posée ici. Est-ce qu'on va faire une présentation pour les partenariats? Est-ce que vous pouvez préciser, s'il vous plaît, parce désolé, on n'a pas très bien compris la question. Alors, son, image, ok. Alors, pour celles et ceux qui ne nous voient pas ou nous entendent pas, sachez que si vous avez des bloqueurs de pop-up ou de publicité, il faut les désactiver parce que ça peut en effet interférer sur la caméra ou le micro. Et donc, si vous aviez vous les désactivez, ensuite vous rafraîchissez votre page. Et normalement, ça devrait plutôt bien fonctionner. Sachez que la webconférence Click Meeting est compatible avec les explorateurs, pardon, les navigateurs Chrome, Firefox, Safari. Edge également, Opera, donc dès lors bien évidemment qu'ils sont, s'ils sont à jour, mais voilà, normalement ça fonctionne plutôt bien. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas forcément parler de partenariat. On va vous présenter un peu l'ADI, mais c'est surtout une présentation euh, sur la façon de photographier ces produits. Voilà, fait par une photographe. Qu'est-ce qu'on fait? On commence? Alors, il y a encore des gens qui nous voient, nous entendent pas. Bon, ça a l'air bon dans l'ensemble. Je pense, ouais. Eh bien, bonjour tout le monde pour la deuxième fois et bienvenue dans cette webconférence euh, qui a été mise en place par l'ADI. Donc, c'est l'équipe de l'ADI de Nantes qui a mis ça en place et c'est animé par une de nos créatrices, Alice Emerio, qui est photographe, qui va se présenter et donc qui va vous faire une petite conférence sur comment bien photographier ces produits et les mettre en valeur. Donc À bonjour vous, à Alice. tous. Ouais. Donc pour répondre aux premières questions qui sont posées, donc non, on va pas parler des partenariats ou des contrats, que ce soit le droit à l'image ou les contrats de cession de droits pour l'exploitation des photos. Sinon, une question sur la mise en avant sur les différents supports. On va pas en parler non plus trop. Si vous avez des questions vraiment précises, je pourrais y répondre. Mais sinon, c'est vraiment axé sur comment mettre en valeur ces produits en photographie. Ensuite, l'exploitation des photographies, c'est une autre partie qui aurait encore demandé au moins 1 heure et demie. Donc, alors, pour commencer, je m'appelle Alice Emerio, donc je suis photographe à Nantes depuis. Je vais revenir sur le. C'est moi qui vais gérer le diaporama, peut-être. Oui, si c'est possible. Oui. Ouais. Je sais pas, c'est moi qui l'ai fait défiler, je crois pas. À Nantes, donc, depuis 2018. Donc, j'ai été soutenue par l'ADI au début pour l'achat de matériel professionnel. Et je réalise une partie de mon activité, donc c'est de réaliser pour les créateurs et les artisans des photographies pour les aider à communiquer.
avec donc des images qui rendent justice à leur création et qui puissent leur permettre de monter en gamme. Pour les questions que vous allez avoir au fur et à mesure, donc posez-les et je vais faire 3 moments dédiés aux réponses pour éviter d'y répondre au fur et à mesure. Comme ça, j'aurai pas les yeux sur le chat et je serai un peu plus complète. Donc, la base, c'est de pourquoi faire de belles images. Les belles images, donc elles peuvent servir à beaucoup de choses, mais il faut savoir que ça va être ça qui va attirer les prospects et les clients depuis un support de communication, quel qu'il soit. Donc, ça peut être des réseaux sociaux, ça peut être des magazines locaux, même des affiches sur un stand dans un salon, par exemple. Et donc, qui va les amener vers vous, soit votre personne physique, votre magasin ou votre site de vente ou un site de réservation. Donc des images, donc ça peut aussi juste servir, ça peut servir d'illustration, donc pour mettre en valeur un texte, pour mettre en valeur un outil. Mais ça peut aussi participer à créer votre univers et votre marque. Donc ça peut être un élément à part entière de votre charte graphique et de votre univers de communication. Donc ça va permettre de véhiculer l'image de votre marque. Et c'est pour ça que faire des images qui soient à la hauteur de ce que vous proposez à vos clients, c'est important. Parce que des images, si elles sont floues ou si elles sont vraiment d'une qualité qui soit dégradée, vos qualités auront beau être des bijoux très haut de gamme, si la photo est pas belle, vous aurez du mal à les vendre au moins sur Internet et même à véhiculer l'image de la marque qui collerait à la qualité des produits. Donc comment bien photographier, et ensuite on va voir dans une première partie le côté technique. À aucun moment je vais rentrer dans les réglages qui demanderaient d'avoir un appareil photo réflexe ou d'avoir un appareil avec un mode manuel sur lequel vous puissiez tout paramétrer. Prendre des photos au téléphone portable, si c'est un téléphone portable récent avec une bonne qualité d'image, ça peut être jouable. Il y a des paramètres qui vont revenir. Donc je vais quand même faire un petit point là-dessus, mais n'hésitez pas, si vous avez des appareils photo du coup manuels, type réflexe, hybride, bridge, à me poser des questions dans le chat et j'y répondrai au moment des réponses aux questions. Parmi les défauts des photographies qui reviennent souvent, les deux principaux, ça va être des dominantes de couleurs qui sont présentes et qui obstruent complètement la vue des photos. Donc le plus souvent, ça va être des teintes jaunes et ça va intervenir sur les photos qui sont prises plutôt en intérieur. Et le deuxième paramètre à éliminer, ça va être les flous. Les flous, ils peuvent lier à plusieurs choses. Ça va être soit que vous avez bougé, vous qui tenez l'appareil photo, donc l'appareil photo a bougé, soit c'est le sujet qui a bougé. Ça peut être un animal qui s'est déplacé. Donc dans la plupart des cas qui nous intéressent ici, ça va plutôt être l'appareil photo qui a bougé. Et ensuite, la deuxième cause du flou, qui se reconnaît assez facilement et qui est plus rare quand c'est des photographies, donc au téléphone ou petit appareil photo compact, ça va être les problèmes de mise au point. Le flou de bouger. Donc comme je vous disais, le flou de bouger, c'est le flou qui arrive quand la personne qui tient l'appareil photo bouge. Donc pour comprendre pourquoi il arrive, donc j'ai mis un petit schéma du fonctionnement très schématisé d'un appareil photo. Donc il va être composé, quelle que soit sa gamme, des mêmes éléments. Il y a un capteur dans le fond de l'appareil photo, donc qui est l'équivalent de la pellicule à l'époque, et donc il va être protégé par un obturateur. Un obturateur, ça va être comme la porte qui va doser la lumière
qui va atteindre le capteur. Ensuite, il y a d'autres parties, donc un diaphragme, un objectif, un boîtier, ça va dépendre de l'appareil photo. La plupart des appareils photo ont un diaphragme, sauf les téléphones portables et tout ce qui est tablette, webcam, tout ça. La plupart n'en ont pas. Donc c'est pour ça qu'on rencontrera que le flou de bouger dans les flous. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est l'obturateur qui va être la porte qui laisse rentrer la lumière et qui va doser le temps qu'elle reste ouverte en fonction de la dose de lumière qu'elle peut laisser, enfin de l'intensité de la lumière. Donc un appareil photo qui bouge, s'il bouge un temps pendant que la porte reste ouverte, l'image qui va s'imprimer va être l'image qu'il y avait au début, au milieu et à la fin du temps où l'appareil photo avait la porte ouverte, avait l'obturateur ouvert. Donc pour ça, il faut qu'elle reste ouverte le moins longtemps possible. Pour qu'elle reste ouverte le moins longtemps possible, il faut que la lumière soit assez forte, assez intense pour lui permettre de rester ouverte. Donc un temps très court, tout en ayant la bonne quantité de lumière qui atteint le capteur. Donc si on ne peut pas augmenter la lumière, la solution va être de poser l'appareil photo sur une surface stable. Donc ça peut être, si vous en avez un trépied, c'est l'idéal pour réaliser donc plusieurs photos avec exactement le même cadrage, le même plan. Sinon, vraiment poser sur une table, sur n'importe quoi, pour qu'il bouge pas du tout. Sur des appareils photo, sur la plupart, on peut aussi augmenter la sensibilité du capteur, donc de la surface qui va recevoir la lumière. Si vous pouvez le faire, c'est aussi un outil qui est très utile. Aujourd'hui, la plupart des c'est une notion qui va se mesurer en ISO. Donc, quels que soient les appareils photo, les marques, les modèles, ça va toujours être en ISO. Et donc, cela, pour les photos de produits, pour avoir une bonne qualité sur les appareils photo actuels, je conseille de ne pas dépasser 800. Mais ça, c'est vraiment une notion si vous avez les réglages qui apparaissent facilement sur votre appareil photo. Sinon, vraiment, le paramètre à retenir, c'est que l'appareil photo doit rester immobile et le sujet aussi. Et donc le flou de mise au point, donc ça, le flou de mise au point, il va être lié à plusieurs facteurs, à la taille du capteur, à l'ouverture de l'objectif. Donc c'est pour ça que je vous disais, il est plus rare sur les appareils photo ou sur les appareils photo de téléphone, pardon. Alors dans le titre, il manque un mot, c'est le flou de mise au point. Donc vous voyez sur la photo, en fait là, ça va être une mise au point qui a été faite sur la main, donc de la personne qui est en train de travailler. Elle est réussie, c'est là que je voulais la faire. Mais par exemple, si je voulais avoir la spatule qui soit nette également, il y a des paramètres qu'il faut changer. Si dans votre cas, votre appareil photo ne vous permet pas de choisir la largeur que vous voulez avoir nette, la règle, ça va être de faire la mise au point sur la partie qui va être la plus proche de vous. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Ça va être de faire attention déjà à la mise au point. Souvent, ça va être des choses sur les téléphones portables, on l'a fait avec en tactile, quoi, avec le carré. Sur les appareils photo, ça va être un dessin, soit une croix, soit un petit carré, mais vous allez pouvoir le déplacer normalement pour le mettre et prendre la photographie au moment où il est placé sur l'objet que vous voulez prendre en photo. Encore une fois, le flou de mise au point, je vais pas m'attarder dessus, c'est quelque chose vraiment qu'on va rencontrer plus avec les appareils photo réflexes et hybrides, voire avec les bridges. Voilà. Donc ensuite, les dominantes de couleur.
Donc ça, c'est un élément qui arrive principalement sur des photos en intérieur. Finalement, il n'est pas dû à tant à l'appareil photo, il va être dû à la combinaison de la lumière qui est émise, donc souvent des ampoules, et la façon de l'analyser de l'appareil photo. Ça va être un réglage qui va être simple, euh, assez simple en tout cas, à gérer sur tous les appareils photo, que ce soit appareil photo de téléphone portable, appareil photo de compact ou autre. Ça va être ces icônes, donc un éclair, un néon, une ampoule, une maison, un nuage, un soleil. C'est des sortes de symboles universels, donc qui vont vous permettre de dire à votre appareil photo qu'il se trompe dans son analyse de l'image, et en jouant sur ces différents symboles, en les testant les uns après les autres, vous allez pouvoir retrouver des couleurs qui soient plus réalistes. En fait, ça va avoir un effet de compensation. La lumière des ampoules étant un peu jaune, l'appareil photo va pouvoir appliquer une sorte de filtre ou de recalcul de la scène en fonction du paramètre que vous aurez choisi. Donc là, souvent ça va être dans les menus assez accessibles de l'appareil photo sur toutes les marques. Mais donc voilà, donc pour ça, si vous avez des problèmes de jaune sur les photos, il faut chercher ce petit symbole-là. Il peut arriver aussi que ce soit du bleu, notamment s'il fait un temps gris ou si vous êtes à la neige, par exemple. Même si, bon, voilà. Enfin, il peut y avoir d'autres teintes que du jaune, mais dans tous les cas, la solution, quand vous rencontrez voilà, une dominante de couleur, ça va être de chercher ces petits logos dans les menus et de trouver le symbole qui vous permet de retrouver donc, ce qui s'appelle une balance des blancs plus normale. En tout cas, plus fidèle à ce que vous voyez. Donc au niveau des réglages de l'appareil photo, ce qu'il faut vraiment retenir au moment où on commence à faire les photos qu'on veut pouvoir utiliser ensuite, ça va être de choisir un moment et un endroit qui soit suffisamment éclairé. Donc il faut vraiment miser sur la lumière naturelle. Toute la formation, là, je parle vraiment de lumière naturelle. Je ne vous parlerai pas de commencer à acheter des flashs ou à acheter des éclairages complémentaires. Il y a vraiment moyen de faire 99% des photos dont vous avez besoin avec uniquement de la lumière, soit du soleil directement, soit derrière une fenêtre. Donc, choisissez un moment où il fait jour, en fait. Déjà, ça, pour la grande majorité des cas, ça suffira. Si vous êtes en extérieur, on va en parler après, mais la, comment dire, on en parlera après. Mais en tout cas, voilà, un moment où il y a assez de lumière naturelle. Misez pas sur les lumières d'éclairage, les ampoules, tout ça. Là, ça va vous donner des contrastes et des couleurs qui seront pas vraiment rattrapables. Ensuite, il faut choisir donc la balance des blancs. Donc en jouant sur les icônes et les logos que je vous ai montrés. Si il fait vraiment un temps très gris, vous allez peut-être devoir trouver l'icône qui vous permet de réchauffer, donc avoir des couleurs un peu plus jaunes ou un peu moins. Prévoir un trépied ou un support. Si vous avez un doute sur la quantité de lumière, si elle est suffisante ou pas, posez votre appareil photo, quel que soit le support. Il est possible de s'entraîner aussi à ne vraiment pas bouger. Il y en a qui ont des astuces à base de ficelles posées sous le pied qui tient l'appareil photo ou avec un sac de sable sur le bras. Le plus simple, c'est vraiment de poser l'appareil photo et éteindre le flash. Si vous avez un appareil photo avec un flash qui se déclenche automatiquement, trouvez le réglage dans le menu pour éteindre le flash. Ça va être une lumière qui est très blanche, qui est très faible en fait, et qui va provoquer des ombres. Et ensuite, si des artefacts apparaissent, c'est certainement un manque de lumière. Les artefacts, ça va être ce qui va arriver
quand il manque de lumière et que du coup la qualité de l'image diminue, elle se dégrade et il y a des sortes de soit comme un filtre avec de la poussière qui aurait été posée dessus, ou sinon des teintes rouges ou vertes ou des contours qui sont moins nets. Donc si vous avez ça, c'est que ça manque de lumière et que même en laissant donc l'obturateur ouvert, l'appareil photo n'arrive pas à compenser et à éclairer suffisamment à trouver suffisamment de lumière pour que la scène soit correctement éclairée et pour en sortir une photo correcte. Voilà. Est-ce que vous avez... Je vais faire une pause maintenant pour les questions. Est-ce qu'il y en a déjà qui reviennent? Alors, la prestation du partenariat, donc non. Ouais, afficher la liste des questions. Tu vois les questions, Alice? Ouais, je les vois. Ah oui. Alors, une conférence complémentaire, ça on verra. Acheter des photos libres de droit, les mettre sur son site. Oui, si on les achète et que du coup on obtient une licence, on peut les mettre sur son site. Est-ce que possible d'avoir le PowerPoint? Oui, ce sera possible d'avoir le PowerPoint à la fin de la conférence, si vous voulez. Comment protéger les photos perso? Est-ce qu'on pourrait avoir juste les questions, Aude-Marie, sur le sujet? Comme ça, après, les questions un peu plus diverses, je les traiterai à la fin. Artefact. Donc ça, oui, ça, c'est artefact, c'est des choses qui sont liées à la dégradation de l'image quand il n'y a pas assez de lumière. Donc, par exemple, un exemple d'artefact. Ça va être des contours qui sont moins nets, qui sont presque un peu cotonneux, ou des teintes vertes par taches qui peuvent arriver aussi sur l'image. Tout ça, c'est lié à un manque de lumière que l'appareil photo n'arrive pas à compenser en laissant l'obturateur ouvert plus longtemps. Ok. Alors, le choix du fond, ça, on va en parler. La direction, on va en parler juste après. Okay. Le meilleur moment de la journée. Ok, donc tout ça, on va en parler. Et la lumière naturelle, il y avait une question. La lumière naturelle doit être face à l'objectif ou derrière l'objectif? Tadam! On va en parler Ok. juste maintenant. Justement. Ok, c'est parti. Ouais. Donc, partie suivante. Donc, on va parler de la lumière, des contrastes, donc notamment des fonds, parce que la question a été posée, la composition, et aussi de réfléchir à comment et quelle photo faire. Et ensuite, un peu de développement numérique. Alors, la lumière. Donc, quand on travaille en lumière naturelle, il faut se poser trois questions. La première, ça va être de la quantité de lumière. Donc, on en a parlé avant, il faut qu'il y ait suffisamment de lumière. Je ne peux pas vous donner une quantité précise, ça va dépendre des capacités de votre appareil photo, mais on va dire que jusqu'à une demi-heure avant le coucher du soleil en extérieur, ça va. Mais c'est vraiment une grosse moyenne et ça dépend de à quel point vous voulez du contraste aussi. La qualité de la lumière. La qualité de la lumière, ce qu'on appelle qualité, ça va être est-ce qu'elle est dure ou est-ce qu'elle est douce. Donc en photo, une lumière dure ou une lumière douce, ça va être en fonction des ombres qu'elle va projeter. Donc je vous ai mis en exemple une photo donc prise avec de la lumière dure à gauche et douce à droite. Donc vous voyez en fait les ombres. Dans les deux cas, la lumière était placée à droite du sujet photographié. Dans un cas, c'était vraiment plein soleil sur une table à 14h en juillet. Et donc, pour les plantes, c'était ce qu'on voulait faire, c'était qu'on puisse voir leur forme aussi à travers leur ombre. Donc, avoir des ombres vraiment définies, ça marchait bien. Donc, pour ça, vraiment, le plein soleil, c'est l'idéal. La photo de droite, par contre, donc c'était une photo qui était prise en intérieur
Mais donc, ce qui a permis d'obtenir une lumière plus douce, en fait, en mettant un rideau un peu transparent, donc blanc translucide comme les rideaux Ikea ou autre, quelque chose juste de blanc et de translucide, ça va permettre de tamiser un peu la lumière et donc d'avoir des ombres qui soient plus douces. Les ombres, donc c'était une pièce de textile d'une artiste, donc qui est en 3D. Il y a des volumes, donc c'est pour ça qu'il fallait quand même qu'il y ait des ombres, puisqu'on voulait voir qu'il y avait un côté qui était surélevé et que l'autre était en volume mais de l'autre côté. Euh, si on avait eu une lumière qui était aussi dure que dans la première photo, le contraste entre le côté éclairé, le côté au soleil et le côté à l'ombre aurait été très dur. Il y aurait le côté à l'ombre qui aurait été presque noir. En fait, il aurait été noir comme les ombres donc, de la photo de gauche. Euh, c'est, euh, Et donc, il n'y a pas de meilleur moment ou de meilleure lumière, ça va dépendre vraiment de ce qu'on veut. Il faut savoir qu'une lumière douce, elle est plus facile à gérer. Ça va être beaucoup plus facile de ne pas avoir d'ombre qui tombe à un mauvais endroit ou qui distrait l'œil. Donc c'est plus, on va dire que c'est plus facile à manier et ça va être plus adapté peut-être pour commencer, avant de savoir vraiment manier les ombres qui soient vraiment contrastées et assez noires. C'est un peu, pour commencer, c'est plus une valeur sûre. Et ensuite, la direction de la lumière. Donc, quand on travaille en lumière naturelle, on ne va pas avoir le choix de d'où vient la lumière. Par contre, ce qu'on peut choisir, c'est comment on place l'objet. Et pour ça, donc je vous ai fait des exemples. Donc, c'est des photos qui sont brutes. Je ne les ai pas du tout retouchées. C'est vraiment comme elles ont été prises dans l'appareil photo. Donc, c'est pour vous montrer comment, là, donc c'était un temps gris, donc ce qui fait que les ombres ne sont pas très marquées quand même, mais ça vous donne une idée des différences entre du même objet ou même juste quelques minutes d'écart, selon comment on place l'objet à photographier par rapport à la lumière. Ou la première photo, donc c'est en contre-jour. Donc on voit que la lumière, elle arrive de derrière, que ça met en évidence la transparence des feuilles, mais que par contre que l'arrière-plan, il est blanc. On ne voit plus rien. Si vous voulez maintenir un peu de l'arrière-plan, dans ce cas-là, ça va être l'objet qui va se retrouver très sombre. Donc c'est quand même plutôt difficile à manier. Par contre, ça peut être intéressant pour les objets dans lesquels vous voulez mettre en avant un côté transparent ou translucide. Ça va aussi mettre l'accent sur les contours des objets. Ensuite, le deuxième objet, donc ça a été pris avec une lumière latérale. Donc ce qu'on peut voir avec un côté donc du cache-pot qui est plus éclairé que l'autre. L'ombre également part sur le côté. Donc encore une fois, c'était un temps qui était très nuageux, donc l'ombre est assez douce, elle est assez diffuse. Et il y a un côté donc, du cache-pot, mais également des feuilles. Celles qui sont du côté gauche sont un peu plus éclairées que celles du côté droit. Et enfin, le troisième, donc, c'est qu'avec la lumière qui a été mise face à l'objet, donc à peu près du même côté que l'appareil photo. Donc là, on voit que tout l'objet est éclairé de la même manière. Donc les contrastes aussi sont moins marqués, puisque tout ce qui est face à l'appareil photo va être éclairé de la même manière. Par contre, les ombres de ce qui est devant, au premier plan, va se répercuter sur ce qui est au second plan. Et aussi, donc les ombres de l'objet en entier vont être projetées sur le fond ou sur le fond vertical ou le fond horizontal, quoi. Donc là, les ombres, elles sont assez douces encore parce que, encore une fois, c'était un temps qui était très nuageux. Mais voilà, c'est les principaux avantages et inconvénients de chaque disposition. Ça va être à choisir en fonction de l'objet, ce qui va vous aider à déterminer comment choisir, comment positionner votre objet.
il faut que ce soit principalement les ombres, en fait, histoire qu'elles ne tombent pas sur des parties que vous voulez mettre en avant, ou qu'elles ne détournent pas trop l'attention en étant trop sombres, trop marquées. Voilà. Donc ça va être un petit récap. Donc lumière de face, peu d'ombre, puisqu'effectivement la lumière est derrière, peu de relief, mais un jeu sur les... pardon, la lumière est devant, et donc peu de relief, puisque tout est éclairé avec la même force. La lumière latérale, ce qui est intéressant, c'est que elle va vous permettre de mettre en avant si votre objet a des volumes, a des volumes. C'est-à-dire que il faut imaginer ça un peu comme... je peux reprendre l'exemple de la citrouille que j'avais utilisée pour l'atelier en présentiel avec Marie. Donc c'est qu'en fait, les creux et les bosses vont mieux se voir puisque les ombres des bosses vont se mettre dans les creux. Donc ça va donner de l'amplitude au volume. Ce que la lumière de face va plutôt atténuer. Et ensuite, donc la lumière arrière, donc là vous allez tomber dans le contre-jour. Donc soit avec un arrière-plan entièrement blanc, soit avec le sujet qui va être très sombre. Donc le contraste. Le contraste, ça va être important pour que votre sujet ne soit pas noyé dans d'autres informations qui vont détourner l'attention. Il y a, même sur un objet que vous photographiez seul, avec rien autour, il y a forcément au moins un autre élément qui va intervenir dans votre photo, c'est le fond. Donc c'est vraiment avec le fond qu'il faut qu'il y ait un contraste qui soit assez fort pour bien que votre objet ressorte. Pardon. Donc ici je vous ai mis donc l'exemple de la même photo, donc celle de gauche, donc c'est la même qui est éclairée latéralement, sur fond blanc et sur fond sombre. Donc vous pouvez voir qu'en fait ça ne met pas en valeur la même chose. Sur le fond blanc, ça va mettre en valeur donc les parties de l'image qui sont sombres, parce que l'œil est naturellement attiré par les contrastes. Donc la zone de contraste ici, ça va être le cache-pot. Alors que sur le fond sombre, finalement, comme le cache-pot est sombre et que le fond l'est également, ce qui va être mis en avant, ça va être la plante. Et notamment les motifs de la plante, puisque c'est sur cette zone-là que le contraste va être le plus fort. Donc ça, c'est pour les contrastes de luminosité. Donc ça va être clair et sombre. Vous pouvez également jouer sur les contrastes de couleurs. Par exemple, si vous avez un objet qui est orange, donc le orange étant, enfin, si on reprend les trois couleurs primaires, bleu, rouge et jaune, le orange étant un mélange de jaune et de rouge, la couleur sur laquelle ça va le plus contraster, ça va être sur du bleu. Donc vous pouvez aussi jouer avec des couleurs qu'on appelle complémentaires pour que le sujet que vous voulez mettre en avant ressorte. Pour ça, vous pouvez vous baser sur les outils des graphistes si c'est pas intuitif naturellement d'accorder les couleurs. Il y a beaucoup d'outils qui existent. Il faut chercher vraiment du côté du graphisme. Vous pouvez aussi jouer sur des couleurs qui sont similaires, mais avec des saturations qui sont différentes. Si votre objet est bleu vif, vous pouvez jouer sur un fond qui soit bleu très pâle. Ça peut aussi permettre de le mettre en avant tout en ne tombant pas dans le contraste trop saturé ou après ça dépend des goûts aussi. Voilà. Donc en tout cas le contraste ça peut passer par plusieurs choses, même au niveau des couleurs. Et au niveau des matières, c'est quelque chose auquel on ne fait pas forcément attention au début, mais les matières, si vous avez un objet avec une matière qui soit très fine, en le mettant sur un fond avec une matière qui va être plus texturée, vous allez perdre aussi un peu de l'attention du spectateur,
puisqu'il va y avoir du contraste sur la texture. Plus elle est forte, plus elle va montrer de contraste. Donc le regard va être détourné aussi de l'attention. Et je vous ai mis des exemples juste après. Voilà. Donc au niveau des textures, l'image de droite prend à la fois des exemples en matière de couleur et de texture, puisque ce qui était à mettre en avant, c'était les lainages. Donc en mettant un qui soit un peu, un peu comme un pompon, et l'autre qui va être tissé, on voit que les deux, comme ces deux textures qui sont assez fortes, elles se, l'œil ne sait pas forcément où aller. Il y en a un qui est du rouge très vif, l'autre qui est du bleu très vif, donc c'est des couleurs qui sont très contrastées, mais par contre les matières rentrent un peu en concurrence. Et sur la photo donc de gauche, donc c'est une bague à partir de matériaux recyclés. Là, l'objet à photographier étant comportant à la fois du noir, du blanc, du gris, le mettre sur un fond blanc, ça faisait que ça ne marchait pas très bien parce que les bords étaient pas forcément mis en valeur. Donc en mettant une couleur qui soit, comme la bague est presque gris, presque bleuté, en le mettant sur un bleu plus vif, ça me permettait de contraster tout en restant dans la même gamme de couleurs. Mais par contre, la bague, quant à elle, comporte aussi des textures qui sont un petit peu visibles, que ce soit les écailles du cuir ou le nacre de la pierre. Donc il fallait pas mettre une texture du fond qui soit trop forte pour ne pas détourner l'attention non plus. Donc là, ça a été juste une toile qui a été choisie pour que ce soit assez fin et que l'œil soit bien concentré sur les éléments noirs et blancs qui restent les éléments les plus contrastés de l'image. Voilà. Donc si on récapitule cette partie-là, ce que je vous conseille de faire pour commencer, et après, encore une fois, ça doit rester une base pour que vous ayez des photos qui fonctionnent tout de suite. Après, vous êtes aussi tout à fait libre d'expérimenter des choses différentes en fonction de ce qu'on a vu. Donc, pour commencer, la valeur sûre, c'est de choisir un fond qui soit blanc. Donc, le blanc, à moins que votre objet soit blanc aussi, va contraster avec à peu près tout. Et au niveau de la lumière, le plus simple, ça va être une lumière douce. Donc, pour obtenir une lumière douce, si vous avez un temps qui est gris, comme aujourd'hui à Nantes, c'est parfait, touchez à rien. Sinon, la lumière d'une grande fenêtre avec un rideau, un voile blanc, transparent, translucide, ça vous permettra d'avoir assez d'ombre pour que les volumes ne soient pas aplatis et à la fois que les ombres soient assez peu intenses pour que vous puissiez les manier facilement et que ça n'obstrue pas aussi la vue, qu'il n'y ait pas des parties qui soient vraiment noires, parce que on peut perdre aussi le détail si les ombres sont trop foncées. Le fond, donc un fond blanc ou gris clair, plutôt blanc, le gris clair va de toute façon, le blanc en photo va de toute façon se retrouver assez souvent gris clair, mais l'œil fait pas forcément la différence. Mais voilà, faut savoir, du blanc en photo, ça peut être gris. Il faut aussi ensuite, au moment de prendre la photo, se positionner bien en face de l'objet que vous voulez photographier, à la même hauteur. Ce que vous allez voir, ce dont vous allez vous rendre compte en prenant des photos, si vous n'êtes pas bien parallèle à l'objet que vous voulez photographier, c'est qu'il va y avoir des distorsions ou des perspectives qui vont apparaître et qui vont paraître exagérées par rapport à la réalité. Notamment si vous prenez des photos avec un téléphone portable ou avec une tablette ou avec un appareil photo avec le zoom au minimum, vous allez voir que les perspectives sont exagérées.
Donc en étant vraiment parallèle à l'objet que vous voulez photographier, vous allez minimiser ces perspectives. Et donc en le tenant bien droit, perpendiculaire au sol. Oui, j'ai mis parallèle, mais c'est perpendiculaire qu'il faut retenir. Ça va être le capteur qui est vertical, perpendiculaire au sol. Est-ce qu'il y avait des questions à ce niveau-là? Alors oui, on avait des questions. Oui. Quelqu'un qui doit photographier des plats. Alors, des plats. Alors les plats, ça peut se faire en lumière naturelle sans problème. Comment faire pour montrer le volume? Le volume, ça va être ça. Ça va être en mettant une lumière plutôt sur le côté pour que les différentes strates du plat apparaissent. Et sous quel angle? En photographie culinaire, euh, vous avez ce qui s'appelle le lay flat, qui peut être assez flatteur, qui marche hyper bien sur Instagram. Ça va être la vue du dessus. La nourriture, c'est à peu près le seul domaine où la vue du dessus marche très bien. Donc là, si vous avez un téléphone, le moyen le plus répandu, ça va être de le scotcher au plafond. Mais au moins, il ne bouge pas et il est parallèle à l'assiette. Sinon, en se mettant, en partant de parallèle au plat et en montant de 45 degrés. Souvent, ça permet de mettre en valeur les plats en montrant toutes les strates des plats et en aplatissant non plus pas trop. Qu'est-ce que l'on peut mettre pour avoir un fond blanc net? N'importe quoi. Ça va dépendre de la taille du produit que vous voulez photographier. Un mur blanc, c'est l'idéal, mais vraiment, il n'y a pas de... Ce qui existe pour les professionnels de l'image, ça va être des fonds blancs papier qui sont à jeter une fois qu'ils ont été abîmés. Mais ça se vend par rouleau de quelque chose comme 30 mètres. Donc c'est pas forcément nécessaire, enfin pas forcément utile. Vous pouvez utiliser des tissus. Il faut juste faire attention à ce que ce soit pas froissé parce que les plis, ça va être très difficile à rattraper. Sinon, des plaques, si vous avez des grandes feuilles de papier, ça va être vraiment selon la taille de l'objet à photographier. Le papier, c'est un peu le truc basique. Alors, quels sont vos conseils pour des objets beaucoup plus colorés, bleu turquoise, jaune flashy, fluo, qu'on doit prendre en photo? Alors, pour les objets très colorés, il faut que la lumière soit... Ça va être plus difficile avec une lumière dure, donc avec des ombres qui sont très marquées. Euh, Là-dessus, il faut jouer à la fois sur les balances des blancs, donc de l'appareil photo directement, pour, euh, pour que ça ne soit pas, pour que ça se transforme pas juste en un aplat. La couleur la plus difficile à photographier étant le rouge, puisque justement, assez rapidement, on a l'impression que ça devient juste un aplat de couleurs, en perdant un peu des nuances. Donc il ne faut pas hésiter pour des couleurs très vives à faire en sorte, au moment de la prise de vue, à ce qu'elles soient un peu plus ternes. Et ensuite, on va en parler à la fin, mais de passer sur un logiciel de retouche pour rattraper et pour revenir aux couleurs que vous aviez vues au début. Alors, donc les hauts que je photographie en jaune, je dois les faire en extérieur, car généralement je les fais en vert, après je détourne avec Photoshop. Je suis pas sûre de comprendre les hauts que je photographie en jaune. C'est qui sont jaunes à cause de la balance des blancs des photos en intérieur, c'est bien ça. Alors, Séverine, est-ce que c'était bien ça votre question? Elle est en train d'écrire, Séverine. Alors, juste un point timing, du coup, on a encore une demi-heure. D'accord, ça doit... C'est bon. C'est des vêtements de couleur jaune. Oui, mais d'accord. Donc, après, en extérieur, en intérieur, si c'est en lumière naturelle, c'est comme vous voulez. Dans tous les cas, ce sera le soleil la source de lumière.
car généralement je les fais sur fond vert et après je détourne. Ben, si vous savez détourer proprement et que vous avez un moyen qui fonctionne, à la limite, ce serait bien comme ça. Si vous voulez les détourer pour ensuite les mettre sur fond blanc, et que vous voulez avoir un fond parfaitement blanc dès la prise de vue, ce ne sera pas aussi blanc, et il y aura forcément des ombres. Après, elles peuvent être réduites, mais il y aura forcément des ombres avec de la lumière naturelle. J'ai du mal à... Si c'est pour avoir un fond blanc vraiment immaculé, de toute façon, il faudra les détourer. Donc sur fond vert ou sur fond déjà blanc, mais moins immaculé, ça peut marcher. Voilà. Et intérieur ou extérieur, là, ça va dépendre complètement de vous, de ce que vous préférez. Ok. Ouais. Ensuite, on a une question pour quelqu'un qui fait des miroirs, de la pyrogravure. Quel est le meilleur moyen de mettre mon travail en valeur? Souvent avec le flash sur le verre, ça se voit. Oui. Et pour les miens, oui. Alors les flashs, c'est pour ça que j'en parle pas, c'est parce que c'est quand même difficile à dompter. Au niveau de la lumière, je vous conseille vraiment d'éteindre les flashs de vos appareils photo. Pour reprendre une partie sur la lumière douce et la lumière dure, en fait, ça va être lié à la taille de la source de lumière sur votre sujet. Donc c'est pour ça que quand il y a quand il fait un temps très bleu, sans aucun nuage, les ombres vont être très marquées et elles vont paraître très sombres. C'est parce qu'en fait, le soleil étant la seule source de lumière disponible, euh, à notre échelle, à notre emplacement, de là où on est, le soleil est une source qui est très très petite. C'est juste un point dans le ciel. Donc les ombres sont très marquées. Les jours où il y a des nuages, les ombres, la source de lumière, ça devient toute la surface grise du ciel. La lumière se diffuse dans le nuage et ensuite elle tombe sur l'objet que vous voulez photographier depuis toute la taille du nuage. Donc ça fait que en fait, la lumière va englober un peu plus votre sujet et donc elle va être plus large et donc les ombres vont être plus diffuses. Le flash, ça va être le même principe. Surtout le flash des appareils photo, il va faire cette taille-là, donc c'est tout petit. Donc il va faire des ombres qui vont être très dures. Donc ça va être très difficile à gérer. En plus, il va falloir se mettre proche pour que ça fasse une différence, puisque la lumière va descendre très vite. Et en plus, comme ça va faire un éclair, si vous travaillez sur des surfaces qui réfléchissent, que ce soit du verre, comme vous pour de la peinture sur verre ou de la gravure, ou même s'il y en a qui mettent des choses en bouteille ou en flacon, le flash donc va se refléter dedans. Et ça, c'est impossible ensuite à enlever. Enfin, faut pas mettre de flash, quoi. Vraiment, il faut pas. Ok. Il y a moyen pour atténuer les reflets dans le verre ou dans les surfaces réfléchissantes. Dans l'eau aussi, sur les liquides, ça peut marcher. Ça va être ce qu'on appelle des filtres polarisants. Alors ça, par contre, je ne sais pas si ça existe adapté sur le téléphone ou sur les appareils photo compacts. Si vous avez beaucoup de problèmes de reflets, ça peut être un investissement à faire ou au moins envisager. Des filtres polarisants. Ça atténue les reflets. Encore une fois, ça ne sera pas ça réglera pas tous les problèmes, mais ça peut déjà en régler une partie. Ok. Alice, je te propose de répondre à une dernière question et ensuite d'enchaîner avec la présentation pour être sûr qu'on puisse faire toute la présentation avant la fin. Très bien. Alors, quel est le meilleur moment de la journée en extérieur? Alors, le meilleur moment de la journée, si on fait des photos en extérieur, ça va être, ça va dépendre de ce que vous voulez photographier. Mais déjà, un conseil que je peux vous donner, c'est la fin de journée, quand le soleil commence un peu à en baisser en été.
ou du coup le milieu de journée quand le soleil commence à baisser en hiver. Mais quand le soleil n'est pas au plus haut, puisque là c'est là qu'il va être le plus fort et donc les ombres vont être la plus dure. Mais voilà, quand le soleil commence à baisser, il y a quelque chose qu'on appelle la golden hour. C'est surtout utilisé en portrait puisque c'est là que ça a une lumière qui est très flatteuse. Donc c'est peut-être pas forcément aussi utile en photo de produit, mais ça peut quand même être une base de travail. C'est de 2 heures avant le coucher du soleil à peu près, jusqu'à une demi-heure avant, où donc le soleil commence à baisser et donc la lumière prend cette teinte un peu dorée qui est très jolie. Voilà. Et pour un paysagiste, pour un jardin? Euh, pour un paysagiste, si vous avez la possibilité de prendre des photos un jour où il fait gris, c'est top. Si vous savez ensuite, et choisir, prendre la photo un jour où il fait gris et choisir une balance des blancs qui fait quand même un petit peu été. Ça, ce serait l'idéal. Sinon, ça va être pareil. Une fin de journée, quand la lumière commence un peu à descendre, c'est ce qui met le plus en valeur aussi les paysages. Ok. Je propose qu'on finisse la présentation et puis qu'après on enchaîne les questions, si Ouais, tu es d'accord. très bien. Alors ça va être une astuce. Si vous avez donc des ombres que vous trouvez encore trop marquées, ça va être de rajouter une deuxième source de lumière, qui peut être de la lumière directe ou de la lumière indirecte. La, donc là, pour vous expliquer la photo qui est en illustration, la lumière, donc la fenêtre est à gauche, et à droite, un réflecteur a été installé. Donc ce qui va permettre, en fait, sur une surface blanche, de refléter la lumière qui vient de la gauche et de la reprojeter depuis la droite. Donc de cette manière-là, ça va atténuer les ombres, ça va rapporter un peu de lumière sur le côté opposé. Ça marche si la lumière est déjà assez intense du côté de la première source. Ce que vous pouvez faire également, c'est de rajouter une source de lumière donc, additionnelle. Si vous pouvez rajouter une deuxième fenêtre, faites-le. Si on ne peut pas rajouter de fenêtre, donc vous pouvez rajouter des lampes un peu que vous avez sous la main. Moi, ce que j'ai, c'est un panneau LED. C'est une sorte de petit, comme une torche, mais rectangulaire, à base de plein de petites diodes, ce qui va permettre de rajouter une source de lumière à peu près de la couleur de la lumière du jour, donc qui va éviter d'avoir les problèmes de balance des blancs qu'on a vu au début. Ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas de lampe à base de LED, qui sont souvent des lumières assez bien en photo, c'est prendre une lampe disponible, mais du coup, pensez bien à revérifier votre balance des blancs dans l'appareil photo directement. C'est pour ça que la solution de réfléchir la lumière est pas mal. C'est qu'à la fois, si vous rajoutez une deuxième source de lumière, vous rajoutez des ombres. C'est comme dans la rue quand il y a deux lampadaires. Quand il fait nuit et qu'il y a deux lampadaires, vous voyez que les ombres elles font un peu un motif, elles peuvent se croiser. En rajoutant une deuxième source de lumière, si vous atténuez les premières ombres, vous pouvez aussi en rajouter d'autres. Donc il faut faire attention à ça. La solution du réflecteur, ça permet d'éviter ça. Et ça peut aussi l'autre avantage, c'est que ça peut se faire avec à peu près n'importe quoi que vous avez sous la main. Donc là, en photo, c'est un réflecteur photo. Mais selon la taille de l'objet que vous avez à photographier, ça peut être une feuille de papier, ça peut être un drap tendu, ça peut être, si vous avez vraiment besoin de rajouter beaucoup plus de lumière, vous pouvez utiliser une feuille de papier aluminium aussi. Ça
l'effet est plus intense, ça peut marcher aussi, mais le blanc souvent suffit et ça ramène un petit peu un petit peu de peps quoi, du côté des ombres. Voilà. Ensuite, la composition de l'image. La composition de l'image, il y a pas mal... Normalement, il y a une grille des tiers sur l'image, mais là, elle n'est pas apparue. Donc, il y a des règles de composition donc, qui ont été découvertes, on va dire, au fil du temps et de l'histoire de l'art, qui vont être basées sur la lecture des images par l'œil. Et en fait, quand un œil découvre une image, il y a des points, toujours les mêmes, qui vont être les points où l'œil va plus facilement s'arrêter. Que ce soit dans le cas d'une photo verticale ou d'une photo horizontale, ça va être les mêmes. Et ça va être les lignes. En fait, l'œil, naturellement, va couper les images en 3 parties. 3 parties horizontales, 3 parties verticales. Et il va plus facilement s'arrêter sur sur mince. Sur ce qui se trouve sur ces lignes-là. Donc là, pour l'exemple de la photo que je vous ai mis, donc c'était pour des lunettes. Et si on découpe l'image en 3 parties, ce qui devrait normalement être fait, mais la grille est derrière, donc on voit bien que les yeux de la modèle, donc les lunettes, tombent sur la ligne du tiers haut de l'image. Donc la ligne des tiers, comme ça va bien marcher à la fois sur les mises en scène. Donc là, c'était une modèle donc, qui portait lunettes dans la rue. Ça marche aussi si vous avez un produit sur fond blanc ou sur fond uni. En fait, en positionnant votre objet sur la ligne tiers du bas, au lieu de le mettre en plein milieu, l'œil va plus s'arrêter dessus. Ouais. C'est un peu contre-intuitif, on a plus tendance à faire attention à bien centrer, mais finalement, ce sera plus mis en avant si l'objet est posé sur la ligne du tiers d'en bas. L'œil va aussi s'arrêter sur les croisements de ces lignes de tiers. Donc si vous imaginez que l'image est coupée en 3 verticalement et horizontalement, l'endroit où ces lignes se croisent, ça va être des endroits où vous allez pouvoir positionner des éléments sur lesquels vous voulez que le regard s'arrête. Vous pouvez aussi trouver, alors là ça va être vraiment plus dans les photos avec une mise en scène ou au moins avec un décor, des perspectives et des lignes guides qui vont guider l'œil jusqu'à l'élément que vous voulez montrer. Donc là, dans la photo d'Elena qui porte les lunettes, au-delà de la ligne des tiers sur laquelle est positionné ses yeux, vous avez aussi la ligne à la fois des maisons qui guident vers son visage, mais aussi du trottoir, des lignes blanches de la rue qui mènent toutes vers elle. Donc ça fait partie des perspectives et des lignes que vous pouvez essayer d'utiliser pour guider le regard vers ce que vous voulez montrer. Si vous avez, j'ai mis, si vous avez un seul sujet sur un fond uni, c'est moins, peu importe. On va dire que c'est quand même moins important. Si vous centrez un objet sur un fond uni, l'œil s'arrêtera quand même plus facilement dessus. Si vous centrez un objet dans une mise en scène, l'œil va vraiment plus facilement être distrait. Et ensuite, pensez minimalisme. Si un accessoire n'a pas de rôle défini précisément, retirez-le. Encore une fois, ça va être pour éviter de distraire le regard. Dans cette photo-là, par exemple, la personne qui est à gauche de l'image, elle gêne elle gêne la lecture de l'image parce qu'en vrai, on a essayé de faire en sorte qu'il n'y ait personne longtemps, afin de se décider à abandonner parce que le soleil se couchait et il y avait toujours des gens dans cette rue. Mais voilà, l'image fonctionnerait mieux et le regard serait moins perturbé si il n'y avait pas des éléments gênants. Donc, dans cet exemple-là, cette personne.
et l'intention. L'intention, c'est la raison pour laquelle vous allez prendre une photo. Et ça sert à la fois à savoir à quoi la photo va servir, mais c'est aussi pour pas vous dégoûter, parce que ça va simplifier la démarche. Plus vous serez précis, plus vous saurez à quoi la photo précisément que vous êtes en train de prendre va servir, plus ça vous évitera d'être frustré d'avoir pris 50 photos et d'en avoir aucune qui colle exactement finalement à l'usage que vous vouliez en avoir. Donc les questions à vous poser quand vous prenez une photo, ça va être à quoi elle va servir. Est-ce qu'elle sert à montrer une vue d'ensemble? Est-ce qu'elle sert donc à montrer un détail? Donc dans le cas commercial, est-ce qu'elle peut servir aussi à suggérer d'autres achats, par exemple des achats complémentaires? Ou juste à illustrer ou à apporter, à être un élément d'ambiance. Vous n'allez pas les prendre exactement de la même manière. Si c'est une vue d'ensemble, donc si c'est votre objet, ça va paraître tout bête, mais faites attention à ce qu'il soit bien en entier dans le cadre. Il ne faut pas qu'il y ait un bout qui soit coupé. À l'inverse, avoir des zooms, des gros plans sur des détails de vos créations, c'est hyper apprécié, parce que ça montre les finitions, ça montre le souci du détail donc de la personne qui l'a créé, qui l'a fabriqué. Donc donc ça peut être quelque chose aussi à penser, à faire. De faire une photo donc, qui met en avant l'objet que vous voulez montrer, mais en l'associant à quelque chose d'autre. Ou une photo donc, d'ambiance qui donne juste un élément pour illustrer votre marque, pour illustrer vos valeurs, qui ne montre pas forcément un objet précis. Là, l'image que j'ai mis en exemple, c'était un peu ça. C'était pour illustrer donc, des gâteaux, des biscuits. Il fallait montrer que c'était des biscuits aux épices. Ce qui n'est pas évident quand les biscuits sont terminés, on ne voit pas la composition. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui sont disposés autour, sur le plateau. Il fallait qu'il y ait un côté gourmand. Donc on a suggéré un goûter, donc avec un thé. Et si on reprend donc la composition, donc les biscuits sont bien positionnés sur la ligne des tiers verticale. Et une des lignes qui dirige le regard, ça va être la cuillère, qui en fait va diriger le regard vers le biscuit qui a déjà été croqué. Voilà. Et cette image-là, elle a été pensée comme une image d'ambiance qui montrait à la fois les cookies en entier, mais aussi pouvait servir d'illustration pour un blog. Donc c'est un deuxième exemple donc des mêmes. Donc ça va être les mêmes amuse-bouches sur la photo de gauche et sur la photo de droite. Donc les mêmes produits peuvent être mis en valeur de deux manières qui sont très différentes. Dans la photo de gauche, ça va être en situation, les biscuits pendant qu'ils servent, quoi, avant qu'ils soient mangés. Donc avec des mains, avec des gens, on voit que c'était une ambiance assez conviviale. Il y a des feutres par terre, il y a des feuilles. Alors que dans la photo de droite, donc c'est un gros plan, un détail vraiment pour la finition donc des amuse-bouches, où on voit à la fois qui sont constitués d'un biscuit, de fruits, mais aussi de graines et de petites choses qui sont posées dessus. Donc ça donne une idée de la finition et de la composition des gâteaux. Et quelque chose que je voulais rajouter aussi, c'est quand vous pensez donc aux mises en scène, pensez bien à que ce soit cohérent. C'est-à-dire que si vous voulez quelque chose de très convivial, il faut que les mises en scène, en tout cas, reflètent ça. Et par exemple, si vous voulez, je sais pas si vous faites des meubles, si vous voulez les mettre, faire une photo par exemple en situation, pensez bien au décor que vous choisissez. Est-ce que c'est un appartement ultra moderne, hyper design, ou est-ce que ça va être quelque chose un peu plus bohème, un peu plus même bazar?
Voilà. Ça va aussi jouer sur l'image de marque que vous véhiculez. Et ensuite, donc c'est une partie qui est très courte sur le développement numérique. Alice, je me permets juste d'intervenir. Est-ce qu'on peut se dire dans 5 minutes, on passe aux dernières questions? Oui, bah, de toute façon, ça va être la dernière slide. Il y en a une autre. Ouais. Développement numérique, donc ça va être comme de la retouche, mais je le différencie de la retouche où en fait il ne modifie pas le fond de la photo. Il joue un peu sur la forme en récupérant les contrastes, en retrouvant les images réelles aussi. Ou si vous voulez redimensionner votre image, par exemple elle est verticale, elle est trop longue, vous voulez la couper. Donc tout ça, ça va être du développement donc numérique, donc avec des logiciels. Il en existe une multitude à la fois pour PC, pour Mac, pour téléphone portable. Enfin, il en existe vraiment plein, dont des gratuits. Il y en a qui sont gratuits, qui sont largement suffisants et qui sont même, pour certains, qui sont même très poussés. Donc, pour commencer, commencez pas par investir dans des logiciels forcément nécessaires. Et donc voilà. Le développement numérique, ça peut vous permettre de retrouver les images si vous n'avez pas réussi à les récupérer comme vous le souhaitiez, notamment avec les balances des blancs. Ou encore, voilà, si vous avez besoin de photos carrées pour votre site ou pour votre plaquette et que les appareils photo donc, font des photos rectangulaires, ça peut vous permettre de les récupérer comme ça. Ou également pour les sites, pour que les photos soient plus légères. La plupart des logiciels de traitement de photos vous permettent aussi de les exporter à la taille que vous souhaitez. Donc ça va être vraiment plus... ça va vous permettre de gagner du temps ensuite plutôt que de les retoucher sur le téléphone ou autre. Voilà. Donc en exemple, c'est 2 photos, donc c'est la même photo. La première, ça va être comme elle est sortie brute de l'appareil photo. Et donc à droite, en récupérant les couleurs, un peu les contrastes. Donc j'ai retrouvé le vert des feuilles qui n'était pas vert comme sur la photo de gauche, il était vert plus comme sur la photo de droite. Et j'ai fait quand même une petite retouche, donc en enlevant la rainure du plateau de bois qui était en dessous. Mais ça, voilà, c'était pour la coquetterie. Et donc un petit récap. Donc pour l'immense majorité des produits, si je devais les photographier, et quand je dois les photographier, une base de travail, ce serait de les mettre, donc de la prendre en photo en intérieur, plutôt parce que c'est plus pratique, mais c'est juste question de praticité. Donc à la lumière d'une fenêtre, avec un fond blanc ou uni, plutôt blanc, en tamisant la lumière de la fenêtre avec un rideau transparent, enfin translucide blanc, un réflecteur pour déboucher les ombres si malgré le rideau les ombres sont trop fortes, en vérifiant bien que la mise au point est faite au bon endroit, en posant l'objet sur la ligne des tiers et en n'oubliant pas de stabiliser l'appareil photo. Et avec ça, normalement, vous avez une base de travail pour photographier à peu près tout et n'importe quoi. Voilà. Et cette fois, je crois que c'est bon et je vais pouvoir passer aux questions. Alors, est-ce que tu as le nom d'un logiciel gratuit de développement numérique efficace? Alors oui, donc pour PC et Mac, il y a Darktable qui est très bien. Il y a aussi Alors, Dark, Darktable, comme une... comme ça se prononce. Ouais. Je vais le noter sur le chat. Il y a sur PC uniquement, enfin Windows uniquement, il y a Photofiltre. Il y a des... Sur téléphone, Android et Apple, je crois, il y a Snapseed qui est pas mal. VSCO, VSCO aussi, qui marche bien, qui permet pas mal de réglages directement sur le téléphone. Ok. Après, alors, je suis en train de regarder les questions. Comment pour faire des belles photos avec un portable, par exemple? Oui. Avec un téléphone.
Alors là, je ne me connais pas assez en téléphone pour vous donner une année minimum. Il n'y a pas forcément de nombre de pixels suffisant. Ça va dépendre de l'utilité aussi des photos. Si c'est des photos que vous voulez faire juste pour un shop en ligne ou une brochure imprimée en format A4, ça va pas du tout être la même qualité qui va être requise. En gros, pour des photos pour le web, si c'est pas des photos plein écran, n'importe quel téléphone qui est sorti depuis 4-5 ans, ça devrait suffire. S'il y a assez de lumière et si vous le prenez bien sur un fond qui contraste vraiment. Après, si vous voulez faire des impressions vraiment papier ou sur des plus grands formats, là, un vrai appareil photo, ce sera plus sûr. Voilà. D'accord. Et alors, Le meilleur fond pour des objets transparents tels que le verre, que la gravure soit bien visible. Alors pour le verre, il faut des fonds qui soient vraiment unis avec aucune texture. Donc le papier pour ça c'est bien. Au niveau de la couleur, euh, au niveau de la couleur, d'expérience, je dirais que les couleurs sont plus difficiles. Mais après, ouais, le blanc va pas forcément les mettre très très en relief, mais le noir va être difficile à gérer. Peut-être partir sur une couleur plutôt intermédiaire, un gris moyen, et en prenant vraiment une lumière qui soit bien latérale pour que les gravures soient vraiment mises en relief. Voilà. Pour cette question-là, je pense que pour du bijou, conseillez-vous un fond gris bleu ou un rajout de bois? Ah bah alors après là, ça dépend des goûts et de l'image de marque. Euh, Ouais, là-dessus, les fonds bois, c'est très utilisé. Ça marche bien. Après, la texture du bois est importante. Si elle peut aussi être trop présente. Si c'est du pain, par exemple, avec des nœuds, avec des lignes qui sont assez marquées, ça, je le déconseillerais plutôt parce que ça peut vite prendre le pas sur le bijou. Euh, mais mais une planche en bois très patinée, assez uniforme, ça peut être très joli. Ça, après, ça dépend du message et de l'utilité de la photo. d'accord. Et une dernière question avant qu'on se sépare tous. Zoomer ou bien se rapprocher de l'objet pour mettre en avant un détail. Alors, ça va dépendre du matériel que vous avez. Si vous avez un téléphone portable, si vous photographiez au téléphone portable, il vaut mieux se rapprocher. Si vous avez un appareil photo avec un zoom, dans ce cas-là, vous pouvez zoomer. Très bien. Pour revenir sur les bijoux, ça va rentrer dans les catégories pour lesquelles je conseillais un filtre polarisant. Ça peut être utile pour estomper les reflets des brillances. D'accord. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup Alice pour cette webconférence. Beaucoup de questions, hein, en effet, on a toujours beaucoup de questions. C'est parfois un peu compliqué de pouvoir répondre à toutes les questions. Ouais. Mais bon, en tout cas, il y a pas mal d'informations. Sachez qu'on va vous communiquer donc le support, hein, Alice, Oui. confirmé. Alors, la webconférence est également euh, enregistrée. Euh, N'hésitez pas, dans le mail que je vais vous communiquer, je vais vous mettre un certain nombre d'éléments. Et donc, il y a aussi, je ne sais pas si vous connaissez certainement, mais il y a la possibilité de se former à la photographie avec son smartphone aussi, qui est proposée par l'INA. C'est une formation gratuite, ce sont 60 leçons gratuites, donc je vous mettrai le lien
et vous pourrez y accéder et puis vous former à votre rythme à la photographie avec votre smartphone, qui sera un bon complément, je pense, à tout ce qui a été proposé par Alice dans cette webconférence. Je voudrais juste revenir sur une question que j'ai vue passer vers le début, il me semble, sur la lumière artificielle. En fait, effectivement, si vous n'êtes pas disponible aux heures où il fait assez jour pour faire des photos en lumière naturelle et que vous voulez utiliser donc des lumières artificielles, les règles sont tout à fait les mêmes. Le côté, il faut que la source de lumière soit large que les ombres soient plus diffuses. Tout ça, ça change absolument pas. C'est juste que je ne voulais pas partir d'emblée sur la lumière artificielle pour pas vous inciter à acheter du matériel, sachant qu'il y a de la lumière à disposition tout le temps, ou presque. Merci pour ce conseil. Il est 15h46, donc je vous propose d'en rester là pour aujourd'hui. Écoutez, vu les commentaires qui sont là, Alice, je ne sais pas, peut-être qu'il va falloir envisager une autre session, mais à voir, on en discutera. Merci beaucoup à Aude-Marie d'avoir géré le chat et les questions-réponses. C'était vraiment très très sympa d'avoir fait ça. Merci à toutes et à tous. Alice, Aude-Marie, à bientôt. Merci à vous. Au revoir, merci. Au revoir. Merci, au revoir, à bientôt. Au revoir.